Donc merci d'être là. En fait, je suis beaucoup plus stressé que dans une salle de classe, notamment parce que je connais pas mal de têtes en fait. Et bon, c'est bizarrement plus difficile. Donc merci à Mehdi de me donner l'occasion quand même de faire un peu de prosélytisme autour de cette idée de décroissance. Donc je suis prof d'un côté et par ailleurs je suis membre du MQDC, le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale, qui est un tout petit mouvement politique qui a été créé en 2007, et qui est censé faire avancer l'idée de la décroissance au Québec. Donc là je vous parle un peu à ces deux titres. Alors et je vais parler vraiment de la base, tenter de vous présenter ce que c'est que cette fameuse décroissance soutenable. On peut dire au départ que ça n'est pas un programme, que ça n'est pas non plus un concept, c'est d'abord un slogan qui est volontairement provocateur. On peut aussi dire que c'est un mot obus, comme dit un des penseurs du mouvement en France, Paul Ariès, un mot obus qu'on utilise pour essayer de pulvériser une évidence. Cette évidence, c'est celle de la croissance économique continue. On peut dire qu'il s'agit d'une évidence dans la mesure où aujourd'hui à peu près, notamment tous les partis politiques partagent le souci d'assurer la croissance économique continue, qu'on soit à gauche ou à droite, qu'on soit même écologiste. Je suis allé voir sur le site du parti Vert du Québec. J'ai vérifié, ils sont eux aussi croissancistes. Bon, il y a quelques nuances, mais ils sont favorables à la croissance. Et il faut se souvenir que le socialisme et le marxisme traditionnel sont aussi des tendances politiques qui sont croissancistes, hein, au moins jusqu'à une date récente. Bon. Donc questionner cette évidence de la croissance. Cette évidence, on peut la détailler un tout petit peu, l'expliciter. C'est l'idée aussi que le bonheur de l'humanité passe par cette croissance. Alors c'est pas une condition suffisante du bonheur, mais c'est une condition nécessaire. Voilà ce qui est partagé par tous ces partis politiques, tous nos dirigeants politiques aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que cette croissance économique? Un tout petit rappel. C'est donc pour les économistes, c'est l'augmentation de biens et de services ayant une valeur monétaire produits par une population donnée. Voilà la définition canonique. En d'autres termes, c'est l'augmentation de la production de marchandises. Cette production, elle est mesurée dans nos États-nations par le fameux PIB, le produit intérieur brut, un indicateur qui est finalement assez récent, qui a été inventé pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Bon. Voilà pour la croissance. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que la décroissance soutenable? Ça n'est pas le projet de faire baisser le PIB de nos pays. La décroissance économique n'est pas un objectif en tant que tel. Il s'agit avant tout plutôt de rompre avec la logique de la croissance, de cesser cette course sans fin à la production de marchandises, en effectuant non pas un retour en arrière, ce que l'on nous reproche souvent, mais plutôt un pas de côté, comme dit là encore Paul Ariès. On sort de cette logique de la croissance. C'est pourquoi le terme d'accroissance serait plus adéquat que celui de décroissance, mais il est évidemment plus difficile à utiliser. Et c'est aussi pourquoi nous préférons nous présenter plutôt comme des objecteurs de croissance. Bon, c'est ça qu'on fait fondamentalement. Est-ce que la croissance, elle est si nécessaire que ça? Pourquoi est-ce qu'on ajoute soutenable? Moi, pour des raisons assez simples, on ajoute cet adjectif pour souligner qu'il s'agit d'un choix assumé d'une décroissance volontaire et non pas d'une décroissance subie. Parce que la décroissance involontaire, la décroissance subie, c'est ce qu'on appelle une récession, ou plus grave, une dépression. Et dans une société croissanciste, c'est dramatique. Hein, bon. Donc la décroissance soutenable, c'est le projet, au contraire, d'une sortie en douceur, d'une sortie contrôlée de cette course à la croissance dans laquelle nous sommes embarqués. Alors, pourquoi faire objection de croissance? Pourquoi être objecteur de croissance? Pour essentiellement, si on regarde tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'exprime là-dessus, je crois qu'on peut distinguer essentiellement trois raisons. D'une part, faire objection de croissance parce que la croissance, elle est épuisante. Deuxième raison, parce que la croissance, elle est fondamentalement injuste. Troisième raison, parce que la croissance, elle est aliénante. Alors, première raison, la croissance est épuisante. Cette course à la production de marchandises, elle est d'abord épuisante, évidemment, pour la biosphère, notre habitat, qu'elle contribue à détruire en l'exploitant sans retenue d'un côté, en la saturant de déchets de l'autre. Et là, on tombe sur l'argument majeur, le premier argument qu'on utilise. Une croissance infinie dans un monde fini, ce qui est le cas de notre biosphère, c'est impossible. Voilà pourquoi on ne peut pas continuer. Mais au-delà de cet argument, il y a d'autres choses qu'on peut faire valoir autour de cette idée de la croissance épuisante. Elle est aussi épuisante pour nos sociétés, dont la cohésion est menacée toujours davantage par cette guerre de tous contre tous, sur laquelle repose
la recherche d'une croissance économique continue. Hein. On est tous en guerre les uns contre les autres pour assurer cette croissance. Bon, et ça menace, ça fragilise la cohésion sociale. Elle est enfin épuisante aussi pour chacun d'entre nous, individuellement, qui devons sans relâche produire des marchandises ou nous vendre nous-mêmes comme marchandises, puisque c'est ce que nous faisons sur le marché, nous vendons notre travail, et trouver donc acheteurs pour soit ce travail, soit pour les marchandises qu'on produit, sous peine de perdre tous nos moyens d'existence en fait. Hein. Bon. Donc en ce sens, c'est épuisant, et on est tous embarqués là-dedans, de gré ou de force. Ça se traduit par des symptômes qu'on connaît, le burn-out quand on a la chance d'avoir une job, la dépression, on peut aussi considérer que ça fait partie des symptômes de cet épuisement personnel, imposé par la croissance. Donc voilà pour le premier argument, la croissance est épuisante. Deuxième série d'arguments, la croissance elle est injuste. Et là, il y a une triple injustice qu'on peut faire valoir. D'abord, cette course à la production de marchandises, elle est profondément inégale. Et elle tend à favoriser une minorité aux dépens de la majorité. Ça, on le sait, on l'observe. Et on l'a surtout observé au cours des dernières décennies, puisqu'on a vu un taux de croissance qui s'est maintenu en Occident. Mais en même temps, on a vu des inégalités se creuser donc au sein de toutes les sociétés occidentales. Donc, une course inégale. Ça, c'est la première injustice, la plus connue, la plus évidente. Mais cette course donc destructrice pour la biosphère, elle est aussi injuste à l'égard des générations futures. Ça, c'est un nouveau thème qu'on voit apparaître. Puisque ces générations futures, là, on grève, on fragilise leurs conditions d'existence, aujourd'hui, en exploitant la biosphère sans limite. Bon. Voilà pour la deuxième injustice. La troisième injustice, qui est moins évidente, qui est peut-être une des originalités aussi de l'objection de croissance, cette course, elle est également injuste à l'égard des êtres non humains, hein, à la fois la flore et la faune surtout, dont les possibilités d'existence ne cessent d'être réduites aussi par notre croissance continue. Bon. Donc une profonde injustice vis-à-vis des non-humains également. Voilà pour la deuxième série de critiques, donc une croissance injuste. Troisième série de critiques, la croissance, elle est aliénante. Elle nous empêche d'être nous-mêmes, donc d'accomplir notre humanité, en particulier, donc elle nous empêche d'exercer notre liberté. Pourquoi ? Deux arguments fondamentaux. Elle est fondée sur le progrès technoscientifique, donc cette course, et elle nous rend donc du coup toujours plus dépendants de la technique. Et toujours plus soumis à ce qu'on appelle, dans notre petit milieu et dans notre jargon, la méga-machine. Bon. Donc soumis à la technique, dépendant de la technique toujours davantage. Pour donner un simple exemple, on a effectivement le choix de notre marque de bagnole. Hein. On peut choisir sa marque de bagnole, par contre on n'a pas le choix de ne pas avoir de voiture. Ou en tout cas on n'a pas le choix de ne pas passer par le transport motorisé. Dans ce sens qu'on est soumis effectivement à un certain nombre de techniques et dépendant. Ça c'est la première aliénation associée à la croissance. La deuxième, cette course qui porte le nom de capitalisme, elle s'impose à tous, les gagnants comme les perdants. Hein. C'est sûr que c'est une course inégale, c'est sûr qu'il y en a qui perdent plus que d'autres. Mais tout le monde est soumis à cette course, y compris le méchant capitaliste. Hein. Lui, il doit aussi courir. S'il court pas, il va disparaître aussi. Hein. Donc c'est là aussi où il y a une forme de domination qui s'exerce sur nous. Domination, donc, si on utilise des grands mots, des notions marxiennes, on est tous soumis à la loi de la valeur. Hein. Si on ne contribue pas à créer de la valeur, on n'a pas d'existence sociale. En tout cas, une existence très réduite. Donc voilà pourquoi on peut dire que la croissance est aliénante également. Donc je résume 3 raisons pour faire objection de croissance. La croissance est épuisante, la croissance est injuste, la croissance est aliénante. Si on regarde bien ces 3 raisons, elles renvoient à 3 valeurs fondamentales. Le souci de la conservation du monde, il faut dire aussi parler du souci de la durabilité, on peut parler, comme dirait le sociologue québécois Freytag, de l'amour du monde, première valeur. Deuxième valeur, celle de justice, mais qui elle-même est associée à celle d'égalité, d'égalité entre les humains, égalité entre générations, mais égalité aussi entre humains et non-humains, au moins dans une certaine mesure. Troisième valeur, celle de liberté, non pas celle que nous promettent les économistes, et qui constitue à avoir le choix entre un yaourt à la fraise et un yaourt à la framboise, mais la vraie liberté, c'est-à-dire la possibilité d'être maître de soi, et d'être autonome, et donc qui est derrière notamment la critique de la croissance comme aliénation. Donc 3 valeurs qui sont en fait, si on regarde bien, qui sont fondamentalement modernistes. Donc il n'y a pas une rupture avec l'idéologie moderne fondamentale. Par contre, il y a quand même une nouveauté, c'est que ces 3 valeurs, mais qui sont débarrassées de notre anthropocentrisme, c'est-à-dire de placer l'homme au centre. Donc là, il y a un questionnement de la place de l'homme dans la biosphère qui est